Peut-être moins de 3 semaines avant la première keynote de l'année, on attend l'iPhone SE3, le nouvel iPad Air et des Macs. 3 Macs avec un flou total sur le design de ce nouveau MacBook Pro d'entrée de gamme et 2 hypothèses entre lesquelles on va trancher. Imminent peut-être le retour des moniteurs Apple, parmi eux le successeur du Thunderbolt Display, arrêté en 2016, et la V2 du Pro Display XDR, et pourquoi pas le 8 mars. Des millions de SSD, de clés USB à la poubelle après la contamination mystérieuse de 2 usines de mémoire flash au Japon. L'une appartient à Western Digital, l'autre à Kioxia, fournisseur d'Apple pour l'iPhone 13, l'iPad Pro et les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Le succès incroyable de l'audio spatial, ce sera le focus de Gilles. Et puis le tuto audio, je vais vous expliquer comment changer la date et l'heure d'une photo sur votre iPhone depuis iOS 15. C'est super facile et ça peut être très pratique. « 78e numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast depuis son lancement fin août 2020. Déjà 25 épisodes en cette deuxième saison. Merci beaucoup d'être fidèles au rendez-vous du jeudi soir. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Je suis Benjamin Vincent et j'ai le plaisir d'accueillir une team décimée par les vacances scolaires. Heureusement, ceux qui ne skient pas et ne pouponnent pas, cette semaine sont avec moi. Salut à tous les deux, Gilles et Fabrice. Salut Benjamin. Et non, on ne skie pas. Vous n'êtes pas sur les pistes. Et non, et on a eu la chance de recevoir une photo de François qui est sur les pistes et il faisait pas beau, donc heureusement qu'on n'y est pas. On est au chaud, tout va bien. Fabrice Neumann, mentor en technologie. Toujours, ça ne change pas. Hein, ça n'a pas changé, absolument. Bon, j'ai essayé une autre définition, consultant en DSI externalisé. Est-ce que ça marche ? C'est très juste, c'est ce que je propose aux petites entreprises, de m'occuper de leur informatique, de tout leur système technologique pour qu'ils puissent continuer à faire leur métier sans se soucier de leurs outils informatiques. Alors on te retrouve sur ton site pro-fusion-conseil au pluriel.fr et sur Twitter, Fabrice Neumann, tout attaché. Facile. Et aussi dans i5, votre podcast quotidien pour suivre l'actu Apple au jour le jour, en 5 grosses minutes chaque jour avec les 5 infos majeures à ne pas rater. Abonnez-vous, soit sur Spotify, c'est mieux, soit sur Apple Podcast. 4,99€ par mois seulement pour une vingtaine d'épisodes. Chaud comme des pains au chocolat. Fabrice ? Ou des chocolatines, non, n'oublions des pas. Chocolatines. Ouais, y en a qui se battent dans les bars à cause de ça, attention, on rigole pas. Bon, on approche de la date théorique du 8 mars, c'est de la première keynote de cette année 2022. Ça s'agite dans tous les sens, Fabrice, notamment autour d'un nouveau MacBook Pro, on va en parler. Le design d'ailleurs est pas du tout certain. Et puis, d'un éventuel retour des moniteurs Apple, et ça, je sais que c'est une idée qui t'excite, Fabrice. Ouais, ça m'intéresse beaucoup les moniteurs Apple, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dedans. On en reparlera, il y a surtout des questions en ce moment, notamment au niveau du prix de ces moniteurs, mais il y a des hypothèses qui sont intéressantes à discuter. Bon, on va évidemment en parler tout à l'heure. Je salue l'autre membre du trio du jour, c'est Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut Benjamin. Bon, ex-rédacteur en chef de MacPlus.net. Oui. Toujours bon de le rappeler. Aujourd'hui, Gilles, dans ton focus, tu vas revenir sur le succès assez fulgurant de l'audio spatial. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un tel engouement aussi vite. Donc, ils sont partis de très loin, personne ne les a vus venir. Tout le monde s'est précipité sur le lossless ARS, au moins dans le déclaratif, mais on va en parler tout à l'heure. Bon. Allez, puisqu'on est entre nous, on va vous faire un aveu. C'est la 2e fois qu'on enregistre cet épisode. On l'enregistre en ce samedi matin, après avoir fait un double pataquès mercredi. C'est ce qui explique l'arrivée tardive de l'épisode dans vos oreilles. Alors d'abord, on espère que vous ne nous en voudrez pas trop. Et c'est un exercice de recommencer ce qu'on a déjà pas si mal fait une première fois, n'est-ce pas les garçons ?
Ouais, drôle d'exercice, on va s'y essayer, et puis, mais je suis sûr qu'on dira presque autant de bêtises malgré tout. Et nous ne sommes pas tous les trois uniquement aujourd'hui, mes amis. Nous avons un invité, un revenant dans iWeek. C'est un fidèle, c'est aussi un soutien sur Patreon. Salut Frédéric. Salut Benjamin, salut à tous. Salut Fabrice, salut Gilles. Frédéric Crassa, très très sympa de te retrouver dans iWeek. Bon, je t'avais présenté la dernière fois, je vais rappeler qui tu es. Hein. Tu travailles chez Orange, tu es ingénieur avant-vente pour le marché entreprise. Et bah, en fait, on est entré en contact naturellement parce qu'on s'est rendu compte sur Twitter que tu étais devenu un spécialiste de l'architecture des processeurs. Et si vous avez raté l'épisode 64, c'était le 11 novembre dernier, je vous conseille d'y retourner et si possible de regarder la version vidéo sur YouTube parce que tu nous avais permis de comprendre la spécificité des processeurs Apple et notamment les différences entre M1, M1 Pro et M1 Max avec des diagrammes hyper parlants. Donc allez, précipitez-vous sur la chaîne YouTube d'iWeek pour revoir cet épisode 64. Aujourd'hui, tu es de retour parce que y a une double actu. Hein. On va parler de la keynote à venir et peut-être avec le M2 annoncé début mars, mais il y a aussi cet incident dans deux usines de SSD et de mémoire flash au Japon. Voilà, est-ce que tu sens que l'actu commence un petit peu à frétiller dans le domaine qui t'intéresse? Ben oui, on parle beaucoup en fait de hardware. Hein. Il y a un retour de hardware massif parce qu'on voit bien qu'il y a des changements, il y a des pénuries. Alors la pénurie, ça parle à tout le monde. Hein. Du coup, ça facilite tout ça. Et puis on voit bien qu'il y a des stratégies qui sont vraiment basées sur le hardware. Que ce soit pour les disques, les microprocesseurs, la mémoire, etc. Et donc on fait des focus sur des parties que j'aime beaucoup, mais qui sont un petit peu obscures pour le grand public. Donc c'est un petit peu intéressant de démystifier tout ça et puis d'expliquer comment ça fonctionne. Bon, on compte sur toi tout à l'heure, évidemment, sur ces deux gros sujets. Tu connais iWeek, tu es comme chez toi et tu interviens quand tu veux. Au programme aujourd'hui également, une grosse page mise à jour avec celles qui sont dispo depuis le début de la semaine, à faire très vite parce que ce sont des mises à jour de sécurité, et les mises à jour qui seront dispo dans moins d'un mois probablement. Les bêta 3 sont là depuis mardi soir pour les développeurs et elles donnent vraiment envie. Et puis les rumeurs, on va parler d'un iPhone pliable qui fait lui aussi enfin vraiment envie, des Memoji dans le futur casque de réalité virtuelle ou augmentée d'Apple. Et on va parler musique classique. Et je sais qu'entre vous deux, les garçons, il y a des amateurs. Suivez-nous sur Twitter, @iWeekNews, et tweetez sans oublier le hashtag iWeekLSA. LSA comme la semaine Apple. On adore échanger avec vous entre les épisodes, profitez-en. Et puis, bien sûr, soutenez-nous sur patreon.com/iWeek à partir d'1,50€ par épisode. C'est super important pour nous, on a besoin de vous et c'est grâce à nos contributeurs qu'on remercie encore qu'on est toujours là. Dans un instant, 2 usines de SSD contaminées, mais d'abord, en ce samedi, exceptionnellement, J-17 peut-être avant la keynote et un programme encore incertain. Le retour imminent des moniteurs Apple. Et pourquoi pas dès la prochaine keynote, peut-être dès le 8 mars, surtout si le Mac Mini est renouvelé à cette date. Les moniteurs et le Mac Mini, ce serait vraiment l'attelage idéal. Alors, on a parlé dans i5 de ces rumeurs et de ces prix pressentis. $999, $2 500 et $5 000. Fabrice, ça pourrait être les prix de 3 moniteurs sur lesquels on dit qu'Apple met la dernière touche avec LG. Effectivement, donc pour compléter ce que tu viens de dire, donc ce serait $1,000 ou €1,000 pour un 24 pouces, $2,500 ou €2,500 parce qu'on sait en gros que ça se traduit comme ça pour un 27 et 5 000 pour un 32 qui serait lui le remplaçant de l'actuel Pro XDR. Qui a finalement, qui est toujours un excellent moniteur forcément, mais qui a un peu vieilli quand on le compare aux écrans et aux technologies d'écran qu'il y a dans les actuels MacBook Pro 14 et 16.
avec leur techno à 120 images secondes, promotion, et puis les couleurs et tout ce qu'on veut. La vraie promotion, pardon Gilles, promotion, pas promotion, d'accord. On est en France ou quoi? On est en France, quoi. Non, ce qui est intéressant, c'est que, on est quand même assez nombreux, au moins dans notre petit monde de techno, pour attendre le retour d'Apple dans les moniteurs. Du coup, on est plein à avoir des écrans qui ne sont pas Apple parce qu'on n'avait plus le choix, plus vraiment beaucoup. Tu as quoi, toi, par exemple, Fabrice ? Et donc moi j'ai un Samsung sur la marque. Alors c'est un des trucs justement, une des grandes différences entre un moniteur Apple et un moniteur d'une autre marque, c'est que il y a la marque en gros là. Donc j'ai un petit scotch noir sur la marque pour pas le voir tout le temps parce que c'est écrit en gros, ça m'agace. Ah ouais? Ouais, sérieux? Absolument. Ouais. C'était en gros, ça m'énervait. Donc j'ai mis un petit scotch noir, je vois plus. Tu passes à la télé, c'est pour ça? C'est pas un iMac. Mais le truc c'est que c'est un peu comme les si on se rappelle les débuts de l'iPhone, Apple avait beaucoup insisté pour qu'il n'y ait pas les marques des opérateurs mobiles partout écrits sur l'iPhone. Donc c'est un peu ce qu'on aime bien aussi sur les produits Apple. Alors il y a la pomme, bien sûr, c'est souvent quand même un peu plus discret et puis un peu plus chic. À côté de ça, il va falloir voir ce qui pourrait justifier de tels prix, malgré tout, si on revient sur le sujet de ces moniteurs, parce que un 24 pouces à 1000 euros, aujourd'hui, moi je suis devant en fait un 27 pouces qui a dû me coûter 350 euros. Mais oui, ces prix ils sont quand même très élevés. Ils sont quand même très élevés, Gilles, par rapport au reste du marché. Alors, Apple peut se permettre de faire un peu plus cher, mais même 999 $ pour un 24 pouces, c'est très très cher. Ce serait très très cher. Ce serait très très cher, mais on a parlé de puces de type M1 qui seraient incluses dans le moniteur et qui du coup prendraient en compte un certain nombre de fonctions, éventuellement une reconnaissance facial, Face ID. Tu veux dire qu'Apple va mettre de la valeur ajoutée dans ces moniteurs qui ne seront pas juste des écrans, c'est ça que tu veux dire? C'est les bruits qui ont couru. Ouais. Je verrais bien ça également pour rendre à son compte sur le moniteur tout un tas de fonctions de type réalité augmentée ou réalité virtuelle. On sait qu'Apple mise beaucoup là-dessus et ça pourrait décharger l'unité centrale de tout un tas de fonctions ou le faire travailler en collaboration. Voilà, je vois pas trop le lien avec la réalité virtuelle là pour le coup, parce que typiquement ça va s'appuyer sur un casque ou des lunettes. On peut l'avoir sur l'écran également, de la même manière que on peut avoir de la réalité augmentée dans les jeux sur l'écran de l'iPhone. La vraie nouveauté à venir, ça va être le côté immersif. Donc, par définition, c'est dans un environnement dans lequel on oublie où on est. Je te rejoins moi sur ce côté-là, mais je sais pas si ça irait jusque-là, effectivement. Ouais. Qui est la puissance supplémentaire fournie par l'écran. Ça, c'est sûr que c'est probablement une piste. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui veulent juste un moniteur, en fait? Parce qu'il y en a plein. Juste un moniteur, on n'achète pas Apple dans ces cas-là. Mais il me semble assez clair que Apple va avoir envie et besoin, pour justifier ces prix qui sont encore hypothétiques, d'ajouter donc certaines choses. Donc probablement, je parlais du moniteur que j'ai qui est à 350 €. Il n'y a pas de webcam dedans, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de haut-parleur. Si on reprend l'écran de l'iMac 24 pouces qui, je rappelle, est à 23,5 pouces d'ailleurs. Ce serait peut-être plutôt ça. On pourrait imaginer cet écran-là sans l'iMac dedans, mais avec donc une webcam qui est de bonne qualité comme on sait maintenant. Pourquoi pas donc des haut-parleurs qui sont eux aussi de bonne qualité.
Alors on rejoint aussi quelque chose qu'on aimerait voir, hein, on est sûr de rien, mais qui pourrait aussi intégrer donc une puce soit M1 soit au moins T2 ou T3 pour faire le Face ID comme le disait justement Gilles, de la même façon qu'il y a maintenant avec les iMac justement un clavier qui a la reconnaissance de l'empreinte digitale. On pourrait enfin avoir la reconnaissance Face ID dans un moniteur qui soit intégré ou non à un iMac. Ça pourrait tout ça pourrait faire pas mal de valeur ajoutée, ce serait vraiment intéressant. Et puis en plus, du coup, une résolution pour le 23 pouces et demi à 4,5K qui serait la même, éventuellement donc le 120 Hz. Voilà, donc tout ça, ce serait de la valeur ajoutée du plus haut de gamme. Même si je me souviens bien, pour le 24 pouces, allez, appelons-le comme ça, on n'est pas sûr que le 120 Hz soit présent et ce serait peut-être réservé au 27 et au 32. Ouais. Donc, Et pourquoi pas, même si personne n'en parle, mais je pose la question, pourquoi pas sur le 24 pouces, peut-être un 24 pouces boosté avec effectivement une puce supplémentaire à l'intérieur et d'autres raffinements, et puis une version... qui serait juste un très bon écran avec des haut-parleurs à 500 au lieu de 1000, quoi. Ça me paraît pas la logique d'Apple d'essayer de réduire le prix pour faire un prix d'appel. Ils pourront pas lutter contre les prix d'appel. Il n'y a pas de raison. Des écrans 4K de bonne qualité à 300 balles, il y en a des camions entiers, donc il n'y a pas besoin. Ils peuvent pas lutter contre ça. Ouais. Bon. Bah, moi, je crois encore que les aficionados aimeraient avoir un écran Apple et pas un écran sur lequel ils mettent un bout de scotch. Si tu vois ce que je veux dire, Fabrice. Absolument. Juste, Gilles, pour revenir un peu dans le passé, Apple et les moniteurs, c'est quand même une longue histoire parce que les derniers en date, c'est effectivement le Pro Display XDR. D'ailleurs, c'est le seul qui existe à ce jour. Avant ça, il y avait le Thunderbolt Display, que j'ai toujours d'ailleurs moi, qui était au prix de $999 d'ailleurs. Hein, donc, quelque part, il y aurait une forme de continuité. Et avant ça, on avait eu des écrans, des moniteurs cathodiques, Apple, à une époque. Oui. Il y avait un Trinitron qui était... d'extrêmement bonne qualité et c'était Sony qui les faisait et il y avait d'excellents haut-parleurs dessus et moi je me souviens d'avoir eu un 8600 AV, c'était la génération avant le G3 et le son était très très impressionnant, la qualité de l'écran également qu'on a retrouvé ensuite avec les écrans de l'iMac, tu sais, les écrans de très très bonne facture, c'est vraiment une spécialité d'Apple. Même pour l'iMac G4 tournesol, c'était le premier ordinateur à avoir un écran à cristaux liquides de façon systématique sur toute la gamme. Fabrice ? Ça me fait penser, en pensant aux anciens moniteurs, à une chose. J'espère qu'ils ne feront pas une chose en particulier, c'est-à-dire de venir avec un connecteur spécial propriétaire, comme il y a eu l'ADC, je me souviens bien de son nom, qui permettait d'avoir, alors sur le papier c'était formidable, un câble pour avoir le signal vidéo, l'alimentation électrique, les ports USB, etc. Donc c'est formidable, on branchait un câble et puis on se retrouve 5 ans plus tard, on change d'ordi et on peut plus le brancher. Ça c'est ma prière d'aujourd'hui. Apple, s'il te plaît, ne fais pas ça parce que c'est à long terme ça marche pas. Et on sait que sur l'iMac aujourd'hui il y a ce fameux connecteur magnétique qui sert à l'alimentation électrique et aussi, si je me souviens bien, à faire passer le signal réseau quand on a la prise réseau sur la brique de chargeur, hein. Et du coup j'ai d'un seul coup une crainte à ce sujet, donc j'espère qu'ils ne feront pas ça. Mais ce dont tu parles, c'est plutôt une amélioration du MagSafe et une valeur ajoutée pour le MagSafe.
Admettons, mais après quelle prise vidéo en fait, on n'en parle pas, parce que quand l'écran est intégré à l'iMac, on se pose pas la question. Mais quand c'est un écran externe, on le branche comment? Est-ce que c'est de Thunderbolt? Est-ce que c'est de l'USB 3? Est-ce que c'est de HDMI? Est-ce que ce serait donc totalement réservé au Mac ou pas? Voilà, j'ai comme une crainte. Ouais, parce qu'aujourd'hui les écrans 4K qu'on branche à un Mac Mini, ils se branchent en quoi? En ce qu'on veut, en USB-C, en Thunderbolt ou en HDMI. Il n'y a pas de raison qu'Apple fasse pas pareil. Joker, hein, parce que vu l'historique d'Apple, il n'y a rien de sûr. T'as raison, il faut toujours être vigilant. Bon, en tout cas, si la keynote se confirme pour le 8 mars, on n'en est plus très loin, c'est dans un peu plus de 15 jours. Et donc, on aura peut-être la réponse sur ces moniteurs Apple, le retour, au début du mois prochain. 8 mars, journée internationale de la femme. Très bien. Et mon anniversaire, c'est important. Ah, alléluia, grande journée. Bon, on marque une toute petite pause et on se retrouve pour vous parler de cette contamination mystérieuse d'usine de mémoire flash au Japon. À tout de suite. Le dossier de la semaine est consacré aujourd'hui à un événement sans doute comparable aux usines de disques durs en Asie qui avaient été noyées sous les eaux il y a quelques années, vous vous souvenez, en Thaïlande notamment. Alors cette fois il est toujours question de stockage, mais les supports ont évolué. La technologie des années 2020, c'est le SSD, la mémoire flash, qu'on trouve désormais partout, notamment dans les produits Apple. Alors rien à voir avec la pénurie liée au Covid, mais ça n'arrange pas. Les usines dans le cas d'aujourd'hui tournaient, mais elles ont été contaminées. Alors on va y revenir dans le détail. On va peut-être commencer par vraiment le b.a.-ba, ce qui s'est passé. Gilles, qu'est-ce qu'on sait? La base, c'est quoi? La base, c'est que le 9 février dernier, Western Digital a publié un bref communiqué de presse, 5 lignes, pas davantage. C'est le format i5. Tu vois, t'aurais dû déposer le concept. C'est bien, il s'inspire, c'est bien. Voilà, donc un bref communiqué, disais-je, dans lequel il annonce qu'il y a eu une contamination de matériaux, tu l'as dit, utilisés dans la fabrication de mémoire flash dans ces usines de Yokkaichi et de Kitakami au Japon. Western Digital y fabrique un type particulier de mémoire flash haut de gamme, à haute valeur ajoutée, en partenariat avec le japonais Kioxia, qui est l'ancienne division mémoire flash de Toshiba, qui est devenue autonome. Alors, selon le communiqué de presse, c'est le type de mémoire flash 3D en 3 dimensions qui aurait été affecté à hauteur de 10 exabytes et de 6,5 exabytes pour Western Digital. Le problème est apparu fin janvier et c'est tout sauf rassurant puisque les deux sociétés ont été incapables de régler le problème discrètement avant d'être obligés de communiquer publiquement puisqu'ils sont obligés étant cotés en bourse. La production de mémoire flash 2D, elle, n'a pas été affectée. Alors, Fabrice, d'abord peut-être l'unité de mesure, là. Gilles parlait d'exabytes, en fait, c'est de l'anglais, hein, si on traduit en français, c'est des hexas... Des hexaoctets, donc byte, effectivement, petit rappel, byte, quand ça s'écrit B-Y-T-E, en anglais, ça veut dire octet, qui sont donc formés de 8 bits, que ce soit en français ou en anglais. Là, du coup, on utilise le même terme, B-I-T-S. Et donc un hexaoctet, c'est 1 milliard de gigaoctets. Il a fallu que j'aille chercher, je ne savais pas non plus de quoi il s'agissait. Mais alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand chose, parce que alors, 16 milliards de gigaoctets, ça représente quoi? Et ce que j'ai trouvé comme petit calcul à faire, c'est que ça représente 62 millions de SSD à 256 gigas chacun. Je trouve que ça donne une petite idée de ce que ça représente, parce que c'est en gros les 62 SSD, millions. 62 millions. J'ai dit autre chose? Non.
62 millions voilà, de SSD à 256 Go qui équipent beaucoup des Mac notamment, mais même des PC qu'on achète aujourd'hui. Ça fait une petite portion quand même des appareils vendus tous les ans. C'est pas anodin. Bon, on parle de contamination. Alors, c'est très tendance, parce que ça fait 2 ans qu'on est dedans, mais là, c'est une autre contamination. On ne sait pas grand-chose sur ce qui s'est passé. Non, alors c'est vrai, il faut bien rappeler, donc quand on dit contamination, souvent dans nos sphères, on pense à des virus informatiques. Là, c'est pas le cas du tout, c'est vraiment de la contamination de matériaux, comme le rappelait Gilles. On n'en sait pas grand-chose, mais c'est donc de la chimie, c'est-à-dire que tous ces circuits intégrés qui sont fabriqués... qui sont gravés avec de la lumière ultraviolette et tout ce qu'on veut, et puis ça passe dans des bains. Alors donc là, à chaque fois qu'il y a des couches imprimées de circuits intégrés, ça passe par des bains de produits chimiques qu'on ne connaît pas, mais du coup, s'il y a un petit problème dans la formulation chimique de ces produits, voilà, ça détruit quelque chose et il faut jeter. Voilà ce qui, a priori, s'est passé et on n'en sait pas plus. C'est de la lithographie. En fait, on marque des endroits utiles et on passe des produits chimiques pour enlever le reste. Tout ce qui est autour. Un peu comme, vous vous souvenez de la carcasse du MacBook Pro Unibody. Apple utilise une masse d'aluminium et creuse tout autour pour garder les endroits où sont fixés les divers composants et les conduites de fil. C'est un peu le même principe. Et donc, comme tu le disais bien, Fabrice, il suffit qu'il y ait une fuite de produits au mauvais moment ou qu'il y ait une formulation qui soit pas bonne et les galettes sont à jeter, quoi. Oui. Alors, quelles conséquences? Parce que ça fait quand même beaucoup d'équivalents SSD, on va dire. D'abord, sur le marché mondial, Gilles, qu'est-ce qu'on peut envisager comme conséquence? Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle tu veux en premier? On va commencer par la mauvaise, forcément. Le problème, c'est que Samsung, qui est le plus gros producteur de mémoire NAND, historiquement, on s'en souvient, a eu des soucis en Chine. Un autre souci, donc. Un autre problème. Oui. À la résurgence du Covid-19, le problème de contamination encore, ils ont été contraints de fermer leurs 2 usines de mémoire flash NAND 3D à Xi'an. Et le même type de mémoire flash en plus. Exactement, le très haut de gamme. Et les 2 usines représentent 40% de la production totale, donc du numéro 1. Voilà, donc ça fait 2 catastrophes coup sur coup. La bonne nouvelle, c'est que avant les incidents, on tablait sur une baisse des prix de la mémoire flash 3D de 8 à 13% au premier trimestre 2022 et de 5 à 10% au second trimestre. Donc, bien entendu, il va falloir s'asseoir sur ces baisses de prix. Et, Bah oui, la bonne nouvelle, elle est morte, là. Tu m'as vendu une bonne nouvelle, mais il n'y en a pas, en fait. Si, parce qu'on a quand même une baisse, mais qui est moindre, de 5 à 10% au deuxième trimestre. Et la baisse des prix anticipée au deuxième trimestre permet de lisser, d'amoindrir la hausse qui aurait dû être logiquement beaucoup plus importante au deuxième trimestre, et on n'aurait qu'une hausse des prix de 5 à 10% donc au deuxième trimestre 2022. Moins que le gaz, c'est super, hein, j'adore. Ça ressemble quand même un peu à un pile je gagne et face tu perds. C'est ça, exactement. Mais alors, Fabrice, si je comprends bien, on parle donc d'une mémoire flash haut de gamme, donc c'est pas forcément celle qu'on retrouve dans nos appareils, même si elle est excellente, mais c'est pas forcément le même type de mémoire flash.
Non, alors c'est difficile à dire, même si iFixit, le fameux site, nous a déjà permis de déterminer quelques éléments et de savoir que sur certains MacBook Pro et iPhone, des mémoires venant de ces usines-là avaient été utilisées. Savoir si c'est de la 2D, de la 3D, je n'en sais rien. Ça va jouer quand même parce que forcément il va falloir rattraper la production. Donc du coup, ça veut dire que d'autres produits vont peut-être être un peu moins disponibles le temps que les usines se remettent en place, que la cause de la contamination soit bien déterminée pour qu'elle ne se reproduise pas. Donc c'est ça aussi qui va amener un peu de pénurie, encore une nouvelle pénurie de composants. Voilà, donc les prix vont sûrement donc augmenter un petit peu. Pour continuer un peu, juste quelques chiffres, c'est intéressant parce que donc 62 millions de SSD de 156 Go. Pour mettre en perspective, rappelez que en 2021, il s'est vendu 340 millions de PC. Un peu moins de 30 millions de Mac, entre 40 et 50 millions d'iPad, et rappelons aussi qu'il se vend 70 à 90 millions d'iPhone chaque trimestre. Donc c'est pas voilà, c'est beaucoup, mais vu le volume de produits vendus, c'est à mettre en perspective. Voilà, je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, mais en tout cas bon, ça va avoir un impact, mais pas forcément si élevé que ça. Ouais. Et juste moi je rappelle que les puces de chez Kioxia, donc anciennement Toshiba, sont utilisées dans pas mal de produits Apple, notamment la famille iPhone 13, les MacBook Pro 14 et 16 pouces et les iPad Pro. Alors je ne saurais pas vous dire si c'est exactement le même type que la mémoire qui est impactée par cette contamination, mais va forcément y avoir des effets de bord à minima. Bah oui, on serait pas étonné justement de voir ces usines-là. Il doit y avoir des chaînes de fabrication très très différenciées, mais il y a un moment, on arrête tout pour être sûr que la contamination ne s'étale pas. Je suppose, ce serait une façon de faire assez logique. Frédéric Crassa, oui. Quel est ton regard sur cet incident quand même assez majeur dans ces deux usines au Japon? Alors déjà, c'est assez rare. C'est vraiment assez rare, mais ça peut arriver, c'est un accident industriel. Alors ils communiquent pas beaucoup parce que je pense que ils ont pas l'obligation de le faire, il n'y a pas eu de pollution en tant que telle, mais ce qu'il faut savoir c'est que la fabrication de microprocesseurs de mémoire, ça obéit à certaines normes de qualité pour être sûr que votre puce, contrairement à ce qu'on pense, elle se dégrade dans le temps. Les microprocesseurs se dégradent dans le temps, les mémoires aussi, et ça utilise tout un tas de solvants, de produits chimiques assez particuliers pour pouvoir, vous savez, créer ces fameuses couches de silicium, isolants, conducteurs, etc. Donc il y a des produits abrasifs et des produits qui permettent de créer dans le silicium du conducteur. Si pour une raison ou pour une autre, l'un des composants n'a pas la norme chimique, les bons, c'est de ça dont je pense il parle, une certaine pollution, c'est-à-dire qu'il y a des composants en plus ils se sont rendus compte avec les contrôles qualité qu'il y avait des composants en plus qui ont été mis dans ces produits chimiques. Ils ne peuvent pas garantir au niveau de la norme l'efficacité, soit avec la chaleur, soit avec le froid, soit dans le temps, de ces composants. Ce qui veut dire pour la mémoire, ce qui est très important, peut-être que votre SSD il va cracher au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, n'en ont aucune idée puisqu'on sort de la norme. Et ça, c'est assez rare parce qu'en principe, il y a des contrôles qualité à tous les niveaux dans ces fabriques. Alors, je pense qu'ils font des contrôles qualité sur les puces pour voir si elles fonctionnent à haute température, etc. Par contre, ils n'ont pas dû faire le contrôle qualité tous les jours sur les produits en tant que tels. Et donc, je pense qu'il y aurait peut-être un problème dans le temps. Dans le temps, ils sont pas sûrs de la viabilité. Alors, imaginez si vous achetiez un smartphone ou un ordinateur qui, au bout de 2-3 ans, vous détruisez toutes vos données, quoi. Vous seriez vraiment, vraiment pas ravis. Et là, c'est et comme il n'y a pas beaucoup d'usines dans le monde, on l'a vu avec Gilles, ce qu'il a dit, il n'y a pas tant d'usines dans le monde, ça veut dire des procès et des problèmes de SAV, mais donc ils ont préféré tout détruire. Ça, c'est mon analyse. Effectivement, c'est pas la bonne nouvelle. Non, mais la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on gardera nos données. Tant mieux. Oui, et j'allais dire, et ces puces-là, comme disait Gilles, il y a beaucoup de clients par rapport à ça. Ça concerne aussi tout ce qui est data center,
Donc vous imaginez, dans les data centers, on utilise des SSD maintenant pour des questions de rapidité. Bah, vous pourriez avoir des services comme ça qui tombent. Donc l'effet rebond peut être tellement énorme. Je crois que voilà, ils préfèrent s'asseoir. On n'aura pas de baisse de prix, comme ça a été dit. La baisse de prix, elle n'aura pas lieu de 10% cette année. Il y aura même une augmentation des prix, et puis il faudra faire avec. Merci Fred. Allez, dans un instant, les news de la semaine, les 3 principales news de la semaine, c'est Pommes. À tout de suite. Le 8 mars, c'est dans un peu plus de 2 semaines. Alors la date n'est pas encore confirmée, mais ce qui est sûr, c'est que dans le monde Apple, le monde des sites et de l'actu, ça s'agite de plus en plus avec des hypothèses à propos des annonces qui pourraient être faites lors de cette première keynote de 2022. 3 références qui pourraient être des références de Mac sont apparues en début de semaine dans la base de la commission économique eurasienne. Apple est obligé légalement de déclarer ses futurs produits. Ça ne veut pas dire, Fabrice, que ce sont des produits qui vont effectivement sortir. Alors peut-être le 8 mars, peut-être plus tard dans l'année. C'est aussi arrivé qu'Apple déclare des références qu'on n'a jamais vues. Oui, bien sûr. C'est même à se demander, parce que si Apple fait pas un peu exprès de sortir des trucs, une façon de lutter contre les rumeurs et les sorties d'informations un peu plus vite, c'est d'en rajouter finalement. Cela dit, dans ce contexte de 3 nouvelles références qui seraient des références de Mac, il y a une certaine logique, puisque les 3 premiers Mac à processeur M1 sont sortis il y a plus d'1 an maintenant. Donc il y ait un petit rafraîchissement de gamme, ce serait logique. Il est très difficile, en tout cas moi je ne sais pas faire, de tirer des conclusions des 3 références que tu as évoquées, dont les numéros sont A2615, A2686 et A2681. Il y a aussi des iPhones dont les numéros de référence commencent par A26, donc c'est difficile à dire. Ce serait 3 nouveaux Mac, bon, on verra ce que c'est. Alors, A2681, il y a la mention ordinateur portable à côté. Donc, c'est quand même un indice significatif. Pour les 2 autres, il y a marqué desktop. Donc, voilà, donc pour cela, il semble que voilà, on saurait le type, mais donc desktop, donc ce serait potentiellement donc un MacBook et puis un Mac Mini et puis un iMac. Bah ouais. Peut-être, on verra bien ce que ça. Mais voilà, donc il y a du rafraîchissement dans l'air. Gilles. Oui, il se peut que ça soit décalé à juin. On a parlé de l'iMac Pro pour juin, donc certaines références sont présentées groupées et elles sont égrenées au fur et à mesure des mois. Et puis il y a un grand absent, un portable et 2 desktops. Quid de l'iPhone SE3? Il sera peut-être déclaré lundi. Tout est possible. Peut-être qu'il est passé dans une déclaration précédente et personne ne l'a vu. Il y a plein de possibilités. S'il y a un seul portable, sachant qu'on attend d'abord le MacBook Air quand même, dont on parle beaucoup moins depuis quelques jours. On ne parle que d'un nouveau MacBook Pro ou du renouvellement du MacBook Pro 13 pouces M1. Le MacBook Air, il semble passer à la trappe. Ça rejoint un petit peu les hypothèses formulées par Ellie dans les derniers épisodes. La question que j'ai envie de te poser, Fred, c'est est-ce que tu crois à l'arrivée du M2 lors de l'annonce du prochain Mac qui va être dévoilé par Apple, quel qu'il soit? Moi j'ai du mal vraiment à y croire, hein. J'en parlais avec Vadim de la chaîne MaxTech et puis Luc Miani hier soir d'ailleurs, j'en parlais avec eux. On n'y croit pas tellement, d'une part parce que une nouvelle génération
mérite vraiment une présentation forte. Passer la deuxième génération, symboliquement, c'est quand même pratiquement aussi fort. On voit mal comment Apple pourrait sortir une deuxième génération et expliquer tout ça sur quelques machines au printemps, alors qu'il n'a pas fini sa gamme Pro. Je rappelle quand même qu'il y a le Mac Mini Pro qui devrait quand même sortir, et ils en ont besoin parce que les développeurs en ont besoin, utilisent massivement des Mac Mini Pro, ainsi que les musiciens, les artistes, les créatifs. Il y a l'iMac Pro qui manque, l'iMac 27 pouces standard, il est toujours pas sorti. Alors il y en a qui disent qu'on va le supprimer, mais j'y crois pas trop. On aimerait bien avoir un M1, donc peut-être que dans les desktops, il y a celui-là. Tu vois deux iMac 27 pouces. On avait deux iMac. Moi j'ai un iMac 27 pouces non pro. Avec un i7 Intel, et puis on avait le super iMac, rappelez-vous, le Xeon qui va aller dans les 5 millions. Ouais. Mais qui est hyper important parce qu'il y a un écran 5K de super bonne qualité avec une puissance phénoménale. Donc là, avec le M1 Pro et un M1 Max, on se demande, ils ont tout intérêt à le produire, mais pourquoi pas produire un écran alors il y a l'iMac 24 pouces M1, mais le 24 pouces, il est quand même un petit peu petit pour des développeurs, pour des créatifs, etc., qui sont amateurs et qui voudraient quand même avoir quelque chose. Donc on avait supposé qu'ils allaient fusionner tout ça, mais en fait on n'en sait rien. Donc dans les nouveaux Mac, ce qui manque, c'est le M1. Là, c'est le bordel, honnêtement. Ouais, moi, c'est vraiment le bordel, ouais. Et tout le monde s'affole, mais... sur Twitter, YouTube, là, tout le monde s'affole. Toi, tu me parles de deux iMac 27, alors là, on dit... Et ouais, il y a l'iMac 27 standard avec du M1. Ça a quand même été un échec, l'iMac Pro. Apple a dû en vendre... Ouais. Je sais pas, très peu. Enfin, on sait qu'ils en ont vendu très peu. Hein. Voilà. Après, Intel chiffrer ce processeur Xeon comme des professionnels, c'est-à-dire que ça coûtait très 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 cher, et alors c'était vraiment puissant, mais je pense que le prix était vraiment élevé. Là, on pourrait imaginer quand même que sur une base de 27 pouces qui existera en grand public, voilà, avec du M1 Pro et un M1 Max, ils amortiraient quand même le coût des processeurs, parce que Apple a quand même moins de processeurs qu'Intel, donc ils peuvent amortir. Puis c'est à eux aussi, hein, ils ont pas la marge d'Intel. Donc on pourrait imaginer qu'ils gardent ces deux gammes là. Mais attends, en fait, c'est bien. Soyons précis. S'il y avait deux iMac 27 pouces, quel processeur tu verrais dans l'iMac 27 pouces grand public, et quel processeur dans l'iMac Pro? Voilà, alors l'iMac grand public aurait tout à fait droit au M1. On sait que le M1 est capable quand même de supporter ce genre d'écran. Au M1, juste au M1 ? Oui, le M1 pour du grand public. Tu n'aurais pas l'impression qu'un an et demi après sortir un ordi avec la puce d'il y a un an et demi, ce serait bizarre ? Oui, ça pourrait être bizarre, mais... surtout qu'il va être plus cher que le 24 pouces, forcément. Oui, il va être plus cher, mais le 24 se vend bien. Et je vous rappelle que le M1, actuellement, la plupart des gens qui ont le M1 vous disent c'est rapide, on a plus de puissance, entre guillemets, qu'il n'en faut, quoi, pour une utilisation standard bureautique. Et vous savez, avoir un écran 27 pouces, moi j'en ai un devant moi, c'est pas si extraordinaire que ça. Le 24 pouces, c'est vraiment le minimum. Actuellement. Apple va pas faire sortir des écrans 20 pouces ou 19 pouces. Donc le 24, c'est vraiment... moi je m'attendais d'ailleurs qu'ils sortent le 24 et le 27 de suite. Ils l'ont pas fait. Alors, ils font ce qu'ils peuvent, parce que c'est la pénurie aussi de composants. C'est compliqué, je pense qu'on n'est pas dans une situation standard. Mais Benjamin, en fait, c'est pas plus mal. Parce que au final... il y a des rumeurs, on comprend rien. Pour une fois, on sait pas. Et ça c'est quand même sympa. Et puis en plus, ça nourrit iWeek et ça nourrit i5 de plein de choses. Il y a des twists. Oui, c'est comme un bon film. Il y a des twists dans tous les sens. On adore ça. Donc, par contre, sur la partie pro, le 27 pouces Pro, parce qu'il y a quand même des clients pour le 27 pouces Pro. Là, il y a du M1 Pro et du M1 Max. Ça, on les a sur les portables qui pourraient vraiment délivrer un peu plus de puissance. Et puis moi je suppose, alors j'ai envoyé pas mal de schémas sur ça, qui pourraient faire, parce qu'ils ont la capacité la globale thermique, etc. pour le faire, de monter jusqu'à 300 watts à peu près. Les Xeon, ça monte un peu plus de 300 watts à l'intérieur. Ils pourraient mettre ce qu'on appelle un M1 Max Duo, c'est-à-dire un double processeur Max.
puisqu'on a vu qu'il y avait une bande en bas, en fait, quand ils nous ont photographié la puce M1 Max, on a vu en fait qu'il y avait une partie qui avait été tronquée à la keynote, et il y a une partie qui correspondrait à une interface pour communiquer avec l'extérieur. Et les spécialistes ont dit, cette partie-là, elle est suffisamment grande, à peu près 5% de la puce, elle est suffisamment grande pour faire une interface mémoire die to die, donc de puce à puce, pour que les deux puissent être une sorte de biprocesseur. Pour ceux qui ont connu sur Intel, même Jean-Louis Gasset avec BIOS avait ça, des deux Max qui vont collaborer en même temps pour travailler, et donc ça veut dire que vous pouvez avoir 2 fois plus de mémoire, pratiquement pas tout à fait, mais 2 fois plus de performance, etc. Et on pourrait atteindre, parce que c'est ça l'enjeu, on pourra atteindre les performances, voire dépasser les performances du Xeon actuel, qui, je vous rappelle, monte quand même jusqu'à, je crois, il y a 18 cœurs. 28, il montait jusqu'à 28 cœurs. 28 cœurs avec 256 gigas de mémoire, de RAM. Donc s'ils veulent égaler leur iMac Pro 27, il va falloir quand même beaucoup plus que le M1 Max. C'est pour ça que moi j'ai pensé au Duo avec d'autres. Et en plus au niveau thermique ça passerait. On est à peu près à 80, on est à, je sais plus combien j'avais dit, 200 watts à peu près on est moins fort que le Xeon, donc on pourra voir ça. Alors si Apple fait ça dans l'iMac Pro, qu'est-ce qui va rester au Mac Pro ? Alors le Mac Pro, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir qu'ils changent d'architecture. En fait, en gros, il y a ce qu'on appelle le monolithique, c'est ce que tu connais, ce que tout le monde connaît avec le M1, ou le M1 Pro, M1 Max. Monolithique, j'ai un seul die, une seule puce, et basta. Il y a le MCM, c'est ce que je viens de te dire, c'est 2 processeurs qui, face à face, vont communiquer et coopérer. Et puis, il y a l'autre truc qu'on appelle chiplet dans le monde des microprocesseurs. Et chiplet, alors là, on passe à un étage supérieur, parce qu'on on doit changer d'architecture quand on veut encore plus de performance. Et là, c'est assez simple, c'est ce que faisait d'ailleurs AMD. J'ai une puce centralisée qu'on appelle I/O qui fait les entrées-sorties, qui est vraiment spécialisée, qui est au centre. Et à côté, on va mettre plusieurs die de calcul, et on peut monter à 4, à 8. On a trouvé avec Hector Martin, qui fait le portage de Linux sur M1 Pro et M1 Max, il a trouvé que dans le code du dernier macOS, il y avait des traces pour monter jusqu'à 8 processeurs. On pouvait potentiellement monter jusqu'à 8 processeurs comme ça qui coopèrent. Alors quand on a 2 processeurs, comme je vous ai expliqué avec le Duo, c'est assez facile de coopérer parce qu'ils sont face à face. Quand on commence à passer à 4 ou à 8, en fait, il vous faut une puce centrale qui sert un petit peu de routage de tous ces flux-là, parce qu'on peut pas sur une puce avoir autant de canaux de communication. Donc il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Voilà. Bon, ça fait forcément envie. Pendant ce temps, je sais que tu as aussi un œil sur le M2. Donc pour toi, le M2, ce serait quand la fenêtre de tir ? Alors le M2 pour moi ça serait la fin de l'année, plutôt l'automne, et je verrai bien, parce que déjà ça fait un petit moment, effectivement, je pense qu'ils auraient pu le sortir avant, mais avec la pénurie c'était un petit peu compliqué, et moi je vois bien Apple sortir le M2 qui va être plus performant que le M1, mais qui sera pas aussi fort que le M1 Pro et le M1 Max évidemment. Il va se situer entre les deux, et ça va lui permettre comme il faisait avec l'iPhone, de réduire un petit peu le prix des M1, les MacBook Air, les Mac Mini, et sortir un M2 qui va être un peu plus performant et qui va reprendre les prix. Donc là, je vous ai effectivement marqué un petit peu ce qu'on entend par le M2. On va utiliser en gros le process de gravure 4 nanomètres. Donc en gros c'est un 5 mais un peu boosté. Ça permet d'avoir un peu plus de performance avec le même budget énergétique. Donc ça va un peu améliorer de à peu près un peu moins de 10% le nombre de transistors. On va pouvoir ajouter plus de transistors, c'est pas plus mal. Donc ça va nous permettre de rajouter des CPU. Dans les CPU on va pas ajouter de CPU, mais on va améliorer la génération, il y aura un peu plus de performance. Le GPU par contre, on va rajouter des cœurs, ça c'est bienvenu d'avoir un peu plus de performance graphique, mais vous voyez c'est pas non plus un saut énorme, on rajoute 2 cœurs graphiques, donc on est quand même loin du M1 Pro qui a 16 cœurs et du 32 cœurs du M1 Max, et puis surtout c'est que je pense on va augmenter les caches.
On va aussi mettre la nouvelle génération du Neural Engine qui est présent sur les M1 Pro et la M1 Max. On a vu que c'était la génération 2 qui est 2 fois plus performante. Donc ça, je pense qu'ils vont le mettre de base. Et puis on va sûrement avoir une évolution de la mémoire. Parce que la mémoire, c'est un goulot d'étranglement. Vous pouvez avoir un processeur très rapide, un GPU très rapide. Si derrière, quand il va falloir écrire ou lire, la mémoire ne suit pas, vous avez, en fait, le CPU, le GPU attendent que la mémoire réponde. Et là, je pense que ce qu'on appelle le 4X, le LPDDR 4X, ça commence à être vieux. On fait du 5 depuis quand même bien 2 ans, facile. Donc je pense qu'ils vont upgrader, ils vont profiter pour upgrader ça. Et on va avoir en fait, ça c'est une prédiction, hein, Benjamin, vous verrez que ça sera un petit peu comme avec la 14 et la 15, avec l'iPhone 12 et l'iPhone 13, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent, parce que le nombre de cœurs CPU par exemple bouge pas, mais en fait c'est plein de petits points, c'est une optimisation incrémentale qui va faire qu'en fait la puce M2 aura quand même beaucoup d'avantages globalement, et si le design, d'après ce que j'ai entendu, bouge avec des couleurs, des choses comme ça, je pense qu'il y a des gens qui seront prêts à payer un peu plus cher pour avoir le M2, et puis on aura toujours le M1 au niveau marketing. Gilles en parle souvent, hein, il faut quand même plusieurs propositions, voilà, il y a le marché, il y a le marché concret, les gens moins sensibles à ces trucs-là achèteront le M1 avec, on pourrait même rêver d'avoir un MacBook Air en promo à 800 € par exemple, 700-800 €, ça serait génial par exemple en fin d'année. Bon, je vais rajouter un tout petit peu de confusion et de doute dans tout ce que tu nous as raconté. Ah oui, ça manquait un peu, t'as raison. À propos des Mac et l'ordre de leur arrivée. Bon, les références qu'on a vues et les petites précisions qui les accompagnent laissent peut-être espérer une arrivée de la Mac Pro dans 15 jours si la keynote se confirme, mais a priori, on serait plutôt sur une présentation au mois de juin à la WWDC. En tout cas, c'est ce que pense Ross Young, le consultant spécialiste du marché des écrans. Pour lui, voilà, le 27 pouces boosté, ce sera pour le mois de juin. Et il le dit parce qu'il suit les flux d'écrans, de dalles, etc. Et pour lui, voilà, les indices voilà, vont plus vers le mois de juin que vers le mois de mars. Du coup, s'il y a 3 Mac le 8 mars, mais pas d'iMac Pro, quel serait le deuxième Mac de bureau ? Eh ben, j'en sais rien. À part le Mac Mini, je vous laisse y réfléchir. En tout cas, il y a un point qu'on avait un petit peu oublié quand on pense à un nouveau MacBook Pro, potentiellement successeur du 13 pouces M1. C'est qu'apparemment, Apple n'a pas enterré la Touch Bar. Et ça c'est quand même plutôt une surprise, Fabrice. Hein. Ah, ce serait une grosse surprise. Alors j'espère que non, parce que c'est juste pas possible, quoi. À quoi ils peuvent penser de garder la Touch Bar dont... alors, j'entends déjà les réflexions de ceux qui l'utilisent et qui sont contents, mais en gros, pour généraliser, personne l'utilise ou à leur corps défendant, et puis surtout, Apple ne l'a pas fait évoluer du tout depuis son apparition il y a 4-5 ans, donc visiblement Apple n'y croit pas. Ouais. On voit pas trop pourquoi ils continueraient à mettre ça dans un Mac, à part éventuellement pour liquider les stocks parce qu'ils en ont encore sous le coude. Mais c'est absolument incompréhensible. Le fait que les tout derniers MacBook Pro 14 et 16 l'aient abandonné au profit de touches de fonction grande taille, combien de clous dans le cercueil de la Touch Bar sont nécessaires pour qu'on en finisse, quoi. Visiblement, ils n'y croient pas. Ce serait vraiment pas possible. Ouais. Voilà. Gilles, et ce serait en tout cas le même, juste pour et l'appellation Pro, pour rebondir sur ce que tu disais sur l'iMac Pro, il me semble assez logique que tout ce qui est véritablement Pro, et donc je mets pas le MacBook Pro 13 pouces dedans, ce soit annoncé à la WWDC en juin, parce que c'est pour les développeurs, c'est pour les pros. Donc l'iMac Pro, s'il existe encore, ce serait pour juin. Et le MacBook Pro 13 pouces, il n'a de pro que le nom, il est là pour combler un trou, quoi. Et donc le Mac Pro aussi en juin. Probablement, oui, c'est plutôt à ça qu'on s'attend. On annonce parce qu'il n'est pas prêt, je pense.
Oui, ils en parleraient pour montrer ça, pour faire baver les développeurs, et nous avec, mais ce serait pas annoncé avant, je pense pas. Ouais, mais ils ont souvent fait ça, annoncer le Mac Pro avec une dispo plusieurs semaines, voire plusieurs mois derrière. Hein. Oui, mais tu sais, Benjamin, il s'adresse aux professionnels, il faut leur donner le temps, il faut donner aux professionnels une visibilité sur le prix, ce qui va arriver pour qu'ils puissent déjà commencer à prévoir des budgets, à l'insérer dans leur prévisionnel, je pense aussi. C'est pas le même type de population, c'est moins instinctif, peut-être. Pardon, Gilles. Oui, je disais quand Innovate My Ass, comme avait dit Phil Schiller en présentant le Mac Pro poubelle de table. Et puis il y a aussi le fait que ça demande des fonctions, une façon de développer particulière. Et donc c'est bien le moment où il faut le montrer, quoi. Il y a des fonctions particulières pour ce type d'ordinateur. Donc il faut donner aux développeurs l'envie de se lancer là-dedans, quoi. Pareil pour la touch bar d'ailleurs, ça n'a pas pris non plus parce que les développeurs ne se sont pas jetés sur les fonctions et les possibilités que ça offrait. C'est un menu contextuel sur le clavier, mais ça n'a pas été exploité, je pense pas, de façon de folie, quoi. Fred ? Oui, ce qui va se passer, vous savez, avec les biprocesseurs et les quadris, si l'iMac Pro va l'avoir, c'est que vous allez avoir, quand vous faites un programme, il s'attribue un CPU et puis il va devoir aller chercher les données à la RAM. Potentiellement, ce qu'on appelle le NUMA, vous connaissez l'UMA, la mémoire unifiée. Le NUMA, c'est quand vous avez un programme qui fonctionne sur un CPU, mais la donnée est sur de la mémoire attachée à l'autre cœur. Et donc vous avez un système de programmation un peu différent qui consiste à dire: je veux que, pour des questions d'optimisation, telle tâche, les données et le programme soient sur le même cœur parce que j'ai besoin d'une optimisation très très forte, etc. Donc je pense que ça c'est assez connu dans le monde de l'informatique multiprocesseur, et je pense qu'ils vont devoir, avec que ce soit l'iMac Pro comme le Mac Pro, ils vont devoir dévoiler ce type de programmation, d'optimisation justement pour les logiciels pro, et je pense qu'on ne verra pas l'iMac Pro en mars, on le verra vraiment, toutes ces machines-là multiprocesseurs, on va les voir durant la conférence WWDC, parce que comme disait Gilles, il y a une discussion à avoir avec les développeurs pour des logiciels professionnels très très gourmands, et ça sera l'occasion de le faire. Mais ce qu'il dit est tout à fait juste, ouais. J'ai une question. Oui. La mémoire, justement, sur l'Apple Silicon et sur le M1, futur M2 également, est en position centrale. Comment ça va s'organiser à ce moment-là sur des puces à deux die? Alors en fait, elle est plus ou moins unifiée, elle est accessible aux deux processeurs, puisque la mémoire est attachée au processeur. Vous savez, c'est les photos qui nous ont montré, on voit les mémoires de chaque côté de la puce M1, etc., ou M1 Pro, M1 Max. Et en fait, je vous parlais de la logique en bas, die to die. Donc quand vous avez un programme qui veut accéder à de la donnée qui est dans une mémoire en bas, dans une autre puce, il va passer par cette logique die to die. Le seul souci qu'on a avec ça, c'est qu'en passant par là, on sort du processeur pour repartir dans un processeur qui va accéder à la mémoire. Vous avez des délais qui sont plus longs. Et alors, ce qui se passe en programmation, c'est que vous pourriez avoir de temps en temps de la data qui est locale, de la data qui est distante, et vous avez des délais différents. Donc les programmes peuvent avoir des problèmes avec des délais différents. En principe, le délai d'accès à la mémoire doit être uniforme. Donc c'est des choses qui sont super connues depuis des décennies avec les multiprocesseurs. Même quand on était gamin, on voyait des machines, les doubles Xeon, les doubles, etc. C'est des choses qui sont connues au niveau universitaire, bien référencées. Et il y a plusieurs styles de programmation par rapport à ça.
on peut bloquer certaines choses, on peut les autoriser, ça il faut avoir une bonne communication, mais ça pose pas de problème majeur. Par contre, c'est un vrai défi pour les programmeurs parce que jusqu'à présent, d'ailleurs AMD fait ça, jusqu'à présent ça demandait quand même un travail assez important au niveau des programmeurs pour pouvoir optimiser les logiciels, pour vraiment déployer toute la puissance vraiment d'un double ou d'un quadriprocesseur. Et là, ça va être intéressant à WWDC. Je pense que Apple va pas y manquer, à moins qu'il trouve un truc complètement génial qui fasse que tout soit transparent, que tout se débrouille, mais il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie, je pense pas que... Donc on va avoir des API à arriver. Bon, une question avec une réponse en 1 seconde pour chacun de vous. Oui, non, est-ce que la keynote aura lieu le 8 mars ? Gilles ? Oui, de toute façon, je l'ai lancé l'idée donc. Fabrice ? Oui, je pense que j'y crois beaucoup, absolument. Fred ? Oui, moi aussi, je suis sûr. Ouais. Oh là, vous êtes chaud. Bon. Ouais. Allez, dans un peu plus de 15 jours, on devrait être fixé. Merci, on passe à la deuxième news majeure de cette semaine. Et cette deuxième news, eh bien, c'est une news pas très réjouissante pour nos amis de Mac Génération qui se sont fait pirater, ciblés délibérément selon eux. Mac Génération victime d'une attaque informatique, c'est le titre de l'info qui a été publié par eux mercredi après-midi. Une attaque informatique de grande ampleur, explique notre confrère Anthony Nelson Santos. Au cours de cette opération, écrit-il, nous visant directement, les attaquants ont exploité une faille dans un module tiers pour pénétrer dans notre infrastructure et accéder à notre serveur de base de données. Alors, si j'ai bien compris, ils ont découvert cette attaque en remontant le fil d'une tentative de phishing qui a visé les journalistes de MacG et les développeurs de la boîte. Alors ils ont apparemment pris les choses très au sérieux tout de suite, puisqu'ils ont conduit un audit complet des serveurs. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient en sécurité. Ils ont coupé des serveurs qui ont été ciblés par les malandrins. Comme ils le disent de manière assez élégante. Voilà. Mais le bilan, c'est que les informations des comptes de plus de 100 000 membres ont été compromises. Alors le pseudo et l'adresse mail apparaissent en clair, mais le mot de passe, lui, est chiffré. MacG donne quand même 2 conseils que je vous répercute. D'abord, si vous avez un vieux compte MacG que vous n'utilisez plus, eh bien, supprimez-le. Et si vous avez un compte actif, surtout changez le mot de passe. Et pour le changer, vous allez sur l'adresse reset.macg.co. Bon, on pense évidemment à l'équipe de MacG. C'est des moments toujours très compliqués pour des entreprises et des médias qui ne reposent que sur des serveurs informatiques quand même, Fabrice. Oui, c'est le lot de tous ce genre de boîtes-là. Moi, j'ai que 2 petites choses à dire. Message de soutien à MacG que je suis. J'ai changé mon mot de passe grâce à ça. Grâce à ça. En tout cas, grâce à leur message qui rejoint ce que je veux dire juste après, de les remercier, de les féliciter de leur transparence dans le domaine. Ils en ont parlé tout de suite. Ils n'ont rien caché de... Ils ont tout expliqué, voilà, bravo à eux d'avoir réagi de cette manière. Ouais. Gilles, bon, tu connais bien le sujet, tu as été à la tête de Mac Plus pendant longtemps. C'est un peu la hantise de tous ceux qui font tourner un site web. Oui, en même temps, dès qu'il y a une machine qui marche, qui a un numéro IP branché sur le réseau, il est à la merci de quelqu'un qui sniffe ses ports et qui trouve une faille dans le système qui le fait fonctionner. J'ai une pensée pour eux individuellement parce que c'est une infraction dans le système, mais également sur chacun des comptes personnels. Et ça, ça peut être vécu de façon plus ou moins violente, en fonction du vécu et en fonction de chacun, quoi. Oui. Et c'est la même chose pour les utilisateurs. Oui, c'est entre le cambriolage et l'agression physique, quoi. C'est un peu ça, oui. Bon, tout notre soutien à MacG.
amis et concurrents, mais amis surtout. On pense à vous les amis et plein de courage pour retrouver votre aplomb légendaire. En tout cas, bon courage. Et puis la troisième info de cette semaine, c'est l'ambition de Xiaomi en Chine, puisque la volonté affichée par son fondateur, Li Jun, c'est de battre Apple sur son terrain. Xiaomi veut rivaliser avec Apple, aussi bien sur les produits que sur l'expérience utilisateur, et il se donne 3 ans pour devenir le nouveau numéro 1 sur le haut de gamme, le tout en qualifiant l'objectif de guerre à la vie, à la mort. Ça rigole pas. Ce qui est assez impressionnant, c'est les ambitions même de prise physique en Chine, puisque Xiaomi veut doubler le nombre de ses magasins, sachant qu'il y en a déjà 10 000. Ça fait 20 000 à relativement court terme en Chine. Et tout ça dans un contexte où Apple, au mois d'octobre, a doublé Vivo, autre marque, et est devenue la première marque de smartphone en Chine grâce au succès de l'iPhone 13. Juste un mot de réaction, Gilles et Fabrice, sur cette ambition de Xiaomi. D'abord, est-ce qu'elle est réaliste selon toi, Gilles ? Il va falloir dégager le second. Au niveau mondial, Samsung est là et il prend ce que Apple laisse sur le marché trop de gamme, le seul qui permet de se rentabiliser et d'avoir un peu de prise sur la chaîne alimentaire. En octobre, juste après le lancement de l'iPhone 13, Apple a fait 46% de plus au mois sur l'autre, sur un marché qui était pratiquement stagnant. Et au trimestre de Noël, Apple a placé plusieurs iPhones dans le top 4 du marché urbain le plus rentable. Donc, quand il parle de lutte à la vie et à la mort, c'est une question de survie, je pense, pour Xiaomi. Fabrice, il a fallu 40 ans à Apple pour arriver là. Est-ce que Xiaomi peut faire aussi bien en 3 ans ? Les géants ont parfois des pieds d'argile. Je suis pas sûr que ce soit le cas d'Apple. Pour faire mon cynique de minutes, je dirais bien que Xiaomi est connu pour copier Apple dans bien des domaines, dans l'interface par exemple, aussi dans les déclarations, parce qu'on se rappelle peut-être que Steve Jobs avait déclaré une guerre thermonucléaire contre Android. Et là, c'est une histoire de vie et de mort pour Xiaomi, donc on a l'impression qu'ils veulent faire un message aussi fort que celui-là. Pour rebondir sur ce que dit Gilles aussi, c'est vrai que il y a une histoire de rentabilité. En gros, Android a 80% du marché des smartphones on parle souvent des règles des 80-20. Alors il y a 80% d'Android, 20% d'iOS, mais en termes de revenus et plutôt même de marge, c'est 80% chez Apple et 20% pour Android. Donc c'est Apple qui gagne de l'argent sur ce marché-là, c'est pas les autres. Donc c'est dans le haut de gamme qu'il y a un peu d'argent, donc c'est normal que Xiaomi essaye de le viser. À côté de ça, Xiaomi c'est pas non plus une entreprise qui est très focalisée. Laser focus, comme on dit en anglais, sur le marché des smartphones. Ils font aussi des machines à laver et des frigos. Donc je leur souhaite bien du plaisir. Ils ont sûrement les moyens d'aller très vite, très fort. Mais quant à aller vraiment sur le marché du haut de gamme pour détrôner Apple, en gros, quand même, quand on veut acheter un smartphone de haut de gamme, on pense d'abord Apple, et puis ensuite on se dit, tiens, bon, il y a aussi Samsung, Xiaomi, et c'est peut-être intéressant, mais c'est cher. Alors, c'est difficile. C'est peut-être uniquement le marché chinois. Hein, oui, c'est ça. Il parle de la Chine, très patriotique. Mais être numéro 1 en Chine et doubler Apple, ce serait déjà un très beau succès, on va dire, commercialement parlant. Allez, dans un instant, Gilles, c'est à toi pour ton focus de la semaine. Le succès surprise de l'audio spatial, c'est ton sujet aujourd'hui, Gilles, pour le focus de la semaine. Alors, la semaine dernière, tu nous parlais de la revanche des boomers
en montrant comment Spotify et Apple avaient des manières différentes de faire du business. Tu avais parlé donc des podcasts et des moyens engagés par Spotify avec des contenus qui n'étaient pas toujours de grande qualité d'ailleurs. Aujourd'hui, on va voir avec toi, et c'est un peu le hasard de l'actu, comment Apple a entrepris de faire exactement le contraire, cette fois avec la musique. Oui, jusqu'à présent, Spotify était le numéro 1 incontesté. Ils sont à plus de 30% du marché, mais Apple met le paquet sur le qualitatif, chose que Spotify a un peu de mal à faire, et au contraire, ils ont mis l'essentiel de leur effort sur le podcast qui permet de gagner davantage d'argent en claquant de la publicité qualifiée, comme on dit maintenant. Et là, l'illustration, Billboard, qui est un peu la bible des professionnels de la musique aux États-Unis, a fait un papier très fouillé lundi à propos du spatial audio, avec un accès à un certain nombre de responsables du contenu chez Apple, et puis des gens de l'industrie musicale. On voit que Apple a mis le paquet. 40% des plus grosses sorties sur Apple Music sont déjà disponibles en spatial audio dès la sortie, et 42% du top 100 aux États-Unis. Ils sont en train de gagner leur pari avec une pente d'adoption du côté des abonnés en augmentation constante et qui dépasse d'ores et déjà les 50%. Puis ça génère des écoutes supplémentaires, y compris pour les fans de catalogue. Tu te souviens de Here Comes the Sun des Beatles? En spatial audio, le chiffre de première écoute a augmenté de 50%, et parmi ces nouveaux venus, 40% se sont mis à fouiller parmi les autres morceaux des Beatles. Et pourquoi c'est important, Gilles? Alors c'est fondamental, et pour deux raisons. Le reste de l'industrie était focalisé sur le lossless, et dès le départ, Apple a misé sur le spatial audio et sur un marché de masse qui était encore à créer. Les autres peinent encore à déployer véritablement le lossless, et le lossless à haute résolution. Il faut rappeler que le spatial audio, c'est la marque d'Apple pour le Dolby Atmos musical, et que c'est un standard qui est à la disposition de l'ensemble des acteurs. Un peu comme avec le format AAC en 2003, Apple a pris tout le monde de court. Et puis surtout, Apple a construit un système vertueux, y compris pour les acteurs de l'industrie musicale. Non seulement en payant mieux les artistes que ses principaux concurrents, Spotify au premier chef, mais également en dynamisant le marché. Dès à présent, tu as plus de 400 studios dans plus de 40 pays qui sont spécifiquement équipés pour enregistrer en Dolby Atmos, et il y en aura plus de 200 dans les mois à venir. Toujours avec la même martingale, le matériel, le logiciel et le service. Est-ce que tu as un autre exemple, Gilles? Le HomePod mini en couleur. J'ai regardé les disponibilités. Si tu en veux un gris sidéral ou blanc, tu peux te le faire livrer dès le lendemain. Pour le fameux bleu canard, il faut attendre une semaine. Et pour la couleur jaune ou orange, c'est pas avant la semaine du 8 mars, justement. En 2007, Spotify avait été poussé en quelque sorte par l'ensemble de l'industrie musicale. Vous voyez dans le streaming, les façons de contourner la position hégémonique d'Apple dans la musique à télécharger. À travers Spotify, ils avaient en quelque sorte gagné la deuxième manche. La belle vient vraisemblablement de commencer, cette fois définitivement autour du plaisir de l'écoute. Apple n'a pas renoncé à planter le dernier clou sur le cercueil du MP3. Merci Gilles. Écoute, on va finir sur une note joyeuse. Bon, on a des sujets beaucoup plus dynamiques que le dernier clou dont tu nous parlais à l'instant, Gilles. C'est la mise à jour de la semaine, indispensable pour vos appareils. Certaines sont à faire tout de suite.
Bon, avant de parler des dernières bêtas, les bêta 3, on va d'abord revenir sur les mises à jour officielles qui sont dispo pour tout le monde. Elles sont arrivées en début de semaine et elles sont importantes parce que ce sont des mises à jour de sécurité. Alors, vous avez iOS et iPadOS 15.3.1. J'espère que vous avez déjà fait ces mises à jour puisqu'elles comblent la faille 0day. La faille majeure dans WebKit, le moteur de rendu pour le web utilisé par tous les navigateurs sous iOS et iPadOS. Elle corrige aussi un bug de l'affichage en braille. Alors elle est compatible avec l'iPhone 6S et plus, l'iPad 5, l'iPad Air 2, l'iPad mini 4, l'iPod Touch 7e génération et avec tous les iPad Pro. Vous avez aussi la mise à jour 12.2.1 de macOS Monterey. Et cette mise à jour-là, elle règle notamment le bug du Bluetooth. On vous en a parlé ici et dans i5, ce bug qui, chez certains, vide la batterie en une nuit sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces en faisant des appels incessants et inutiles au Bluetooth. Donc une mise à jour importante pour les Mac. Et puis vous avez aussi WatchOS 8.4.2. Seul tvOS n'a pas de mise à jour cette semaine. Et pendant ce temps, eh bien, le travail continue sur les vraies prochaines mises à jour intermédiaires des OS avec les bêta 3 qui sont arrivées dans l'escarcelle des développeurs mardi soir. Alors, il y a pas mal de nouveautés importantes, notamment dans iOS 15.4 avec cette bêta 3. On va dire enfin le pass vaccinal qu'on peut ajouter sur son iPhone de manière complètement officielle à l'ancien wallet, donc à carte et à l'application santé. Bon, mieux vaut tard que jamais, hein ? Oui, on va dire que ce sera peut-être pour si ça nous arrive, le prochain pass vaccinal qui nous tombera sur le coin de la figure, parce que là, il semblerait que cette 15.4 arrive en gros au moment de la des potentielles annonces du 8 mars et pour ce qui nous concerne la France, le pass vaccinal va rapidement être remisé au placard. Donc c'est un peu comme la reconnaissance faciale avec le masque, c'est intégré à la 15.4. Ça risque d'être un peu plus utile malgré tout parce que la reconnaissance faciale avec un masque, on risque d'en avoir besoin plus souvent que le pass vaccinal. Et plus longtemps. Et plus longtemps. Et puis peut-être qu'on prendra l'habitude de porter des masques plus souvent aussi. À ce moment-là, c'est très bien. Mais là, visiblement, Apple a quand même réagi assez lentement quand même sur ces sujets-là. Je me demande pourquoi. Ouais. Bon, petit rappel, il suffit de prendre le QR code de votre certificat de vaccination en photo et l'App Santé crée automatiquement une nouvelle catégorie baptisée vaccin. La carte vaccin devient alors accessible avec un double appui sur le bouton d'allumage de l'iPhone. Bon, c'est une alternative plus rapide à Tous Anti-Covid pour accéder à son QR code, mais ça n'empêche pas, Gilles, d'activer Tous Anti-Covid qui a d'autres fonctions aussi et d'autres intérêts. Oui, parce que ça peut signaler quand on est cas contact, ce qui est arrivé à mon papa la semaine dernière, qui a été signalé cas contact par Tous Anti-Covid, le temps de se préparer à justement se retrouver positif et devoir être confiné et éviter de répandre la castapiane un peu partout en se promenant librement. Bon, autre nouveauté de cette bêta 3 de iOS et iPadOS 15.4, c'est la possibilité, enfin, de faire ces mises à jour d'iOS via le réseau 4G, 5G. Alors, je ne sais pas si c'est très bon pour l'environnement, mais en tout cas, dans certains cas, ça peut être utile. Et donc, ça va devenir possible avec cette 15.4. Toujours en liaison avec cette mise à jour d'ailleurs des appareils mobiles, macOS Monterey 12.3, également en bêta 3, simplifie le paramétrage et l'accès à contrôle universel, cette fonction plébiscitée par tous ceux qui l'ont déjà essayé. Jusqu'à maintenant, il fallait entrer dans les options du panneau moniteur
dans les préférences système du Mac, et donc c'était un petit peu caché, un petit peu... il fallait vouloir la trouver pour la trouver. Désormais, il suffit d'ouvrir le panneau moniteur pour avoir un bouton qui donne directement accès à contrôle universel. Fabrice, tu as pu l'essayer ou pas encore cette fonction, toi ? Non, pas encore, j'ai pas installé les bêtas. J'enrage aussi parce que je vais pas pouvoir l'utiliser sur le MacBook Pro 2015 que j'utilise encore. Et je pense que c'est là où ça me serait vraiment très utile entre mon Mac mini de bureau et le MacBook Pro à côté pour aller chercher quelque chose sur l'un ou l'autre des ordis sans changer de clavier. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais... Ouais. Eh oui, bon, ouais. Mais on a vu les démos, ça fait vraiment très, très envie, quoi. Je pense que ça va vraiment être très efficace, c'est vraiment bluffant. Ouais, et puis bon, vous avez aussi, si vous êtes développeur, la bêta 3 de WatchOS 8.5. On attend les versions finales dans la première quinzaine de mars. Oui, Fabrice ? Je voulais ajouter un petit détail sur les mises à jour 15.4 spécial Eli, qui je suis sûr part en vacances avec son Apple TV, et il me semble avoir remarqué que dans la prochaine version de tvOS il y a la compatibilité avec les réseaux Wi-Fi natifs, c'est-à-dire quand on se connecte à un réseau Wi-Fi sans protection, il faut pouvoir marquer un identifiant, un mot de passe pour pouvoir ensuite se connecter, et ce serait le cas dans la prochaine version de tvOS. Donc on pourra emmener son Apple TV avec soi à l'hôtel. Spécial Eli. Génial, génial. Bon, on attend les versions finales dans la première quinzaine de mars. C'est marrant parce que je crois que première quinzaine de mars, il devrait y avoir une keynote à peu près dans ces eaux-là. Et puis, puisqu'on parle de mise à jour, Premiere Pro et l'encoche des MacBook Pro 14 et 16 pouces sont désormais bons amis, puisque la mise à jour 22.2 de Premiere, disponible depuis mercredi, apporte notamment la compatibilité en ajustant le menu de Premiere pour tenir compte de la fameuse encoche en mode plein écran sur les MacBook Pro, donc 14 et 16 pouces. Et puis vous avez la fonction Remix qui utilise l'intelligence artificielle d'Adobe qui s'appelle Sensei pour modifier la durée d'une chanson. Vous avez aussi une fonction de transcription voix vers texte pour intégrer des sous-titres par exemple, qui est jusqu'à 3 fois plus rapide. Voilà, donc si vous êtes Creative Cloud Adobe, ben, vous n'avez plus qu'à télécharger cette mise à jour de Premiere Pro. Et les rumeurs de la semaine, et on commence par ce concept d'iPhone pliable. Alors c'est vrai que je disais dans F5 que c'est le premier qui me fait un petit peu envie. Si vous ne l'avez pas vu, si vous n'êtes pas sur la version vidéo du podcast sur YouTube en ce moment, je vais essayer de vous le décrire. C'est un concept d'iPhone très 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 fin qui a l'air d'être en acier chromé. Franchement, il a l'air solide et résistant. Les ports physiques ont disparu. Et il se plie et déplie dans tous les sens dans cette vidéo en images de synthèse qui a été réalisée par Antonio De Rosa et son studio ADR. Bon, je sais que Fabrice, tu es d'abord marqué par le côté irréaliste de ce concept. Oui, et puis ton enthousiasme te fait perdre la tête parce que tu parles qu'il se déplie et se replie dans tous les sens. Il n'y a qu'un seul sens. Oui, c'est vrai. Non, mais l'iPhone pivote dans tous les sens, c'est ça que je veux dire. C'est exact. Non, mais il est, oui, bien sûr, il est très beau, mais il est effectivement totalement irréaliste. Il est beaucoup trop fin. Il y a... là, on est vraiment dans le côté, on fait de la forme plutôt que de la fonction dans la démonstration, mais en l'état des technologies telles que je les connais, c'est absolument impossible de fabriquer un iPhone pareil. Je suis toujours aussi réfractaire au téléphone pliable. Pour moi, c'est le retour du clapet. Il faudrait vraiment qu'on me démontre l'utilité, la valeur ajoutée de ce type de concept et au niveau des usages surtout. C'est Fred qui parlait d'épaisseur supplémentaire puisqu'on va replier deux écrans, enfin deux demi-écrans pour le ranger, que ce soit en vertical ou en horizontal. Vraiment, je ne vois pas encore l'utilité.
Bon, on passe à la deuxième rumeur de la semaine, du coup. Vous serez peut-être plus inspiré. Il s'agit du futur casque de réalité virtuelle ou augmentée d'Apple. Selon notre ami de Bloomberg, Mark Gurman, il pourrait très largement utiliser FaceTime, SharePlay et les Memoji. Mark Gurman évoque notamment une visioconférence virtuelle avec des dizaines de participants qui figureraient en tant que Memoji, le casque ayant la capacité de restituer finement les expressions de votre visage. Quant au partage de contenu, alors on a beaucoup moqué SharePlay jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que peut-être que dans un casque comme celui-là, le partage de jeux, de séries ou de musique aurait une autre dimension, hein, c'est pas exclu. Qu'est-ce que vous pensez notamment de l'usage des Memoji qu'Apple a introduit par la petite porte il y a quelques années et qui sont peut-être insérés dans un schéma à beaucoup plus long terme et à beaucoup plus grande échelle? Plusieurs choses. Les Memoji essayent de reproduire un peu des expressions de manière simplifiée, parce que c'est pour l'instant finalement la seule chose qu'on arrive à faire. C'est aussi ça, il y a quand même des limitations technologiques. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que visiblement, quand on est en réalité virtuelle et qu'on se déplace dans un monde en réalité virtuelle, il manque quand même beaucoup d'éléments pour avoir une conversation ou des échanges aussi riches que ce qu'on peut avoir en vie réelle, ou même simplement via la visio. C'est très étonnant, donc il y a beaucoup de travail à faire pour rétablir un type de conversation et d'échange au sein de la réalité virtuelle. Ça me laisse un peu perplexe parce qu'il y a tellement de boulot à faire pour reproduire ce qu'on sait déjà faire ailleurs sans le casque de réalité virtuelle. Je suis pas sûr que ce soit suffisant à justifier le casque de réalité virtuelle. En ce qui concerne SharePlay, en revanche, je pense que là on est dans un bel exemple d'Apple qui pense à long terme. Et de préparer des briques, et SharePlay en est vraiment une. Voilà, on sera dans un monde qui nous permettra de partager ceci, cela, et SharePlay, la technologie est prête, et là pour le coup il y a beaucoup de potentiel. Gilles, est-ce que les Memoji dans un casque de réalité virtuelle d'Apple, est-ce que c'est pas le début du métavers d'Apple? Oui, mais moi ce qui me pose question, c'est la façon dont on se représente soi-même dans ce type d'interaction. Est-ce qu'on est un petit peu en arrière par rapport à sa propre représentation, ou est-ce qu'on est en vision subjective directement? Et puis quel feedback on a par rapport aux expressions qu'on va rendre et qu'on va présenter aux autres? Et encore, comme disait Fabrice, il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là. Peut-être des nouvelles. Pourquoi pas le 8 mars? Pourquoi pas en juin à la WDC? Ah oui, je vois, Fabrice, que tu es davantage inspiré. Plutôt WDC, ouais. Je sais, je disais ça comme une petite provocation pour faire réagir. C'est toujours ton enthousiasme. Oui, exactement. Toujours partant pour que ce soit plus rapide que prévu. Et puis, on parle musique classique avec un nom qui est apparu dans la dernière bêta de l'appli Apple Music sur Android. Et ce nom, c'est Apple Classical. Et on se dit que ça peut être le nom de la future appli Apple Music dédiée à la musique classique. On sait qu'Apple a prévu de lancer une nouvelle app dédiée au classique. Ça, c'était après l'acquisition de Prime Phonic. Il nous manque encore le nom. Ce sera peut-être Apple Classical et c'est peut-être pour bientôt, Gilles. Alors, je me suis rapproché d'Apple France pour avoir des chiffres typiquement du marché français sur l'audio spatial et l'utilisation. Chez Apple, on m'a dit que c'était pas arrêté classical ou classique. Ça sera peut-être un tout autre nom. C'est pas encore fixé.
En tout cas, quel que soit le nom, c'est quelque chose d'absolument indispensable dans le monde du classique. Il faut peut-être rappeler pourquoi Apple se place là-dedans. C'est que le monde de la musique classique a quelques caractéristiques qui lui sont propres, notamment les œuvres, on les connaît, mais ce qu'on cherche, c'est une interprétation particulière parmi parfois plusieurs dizaines ou plusieurs centaines. Et le fait d'avoir un service spécialisé qui permette de trouver le bon enregistrement, le bon soliste, le bon chef d'orchestre, etc., c'est ce qu'on peut absolument pas faire aujourd'hui dans Apple Music. Et donc là, il va y avoir, une fois que ce service sera sorti, ça sera une vraie valeur ajoutée. D'autant que les solistes les solistes ont parfois enregistré la même œuvre du même compositeur avec des orchestres différents ou des quatuors ou des quintettes différents. Comme pour Glenn Gould par exemple, réenregistrer 2 fois la même œuvre, il y a vraiment besoin d'une valeur ajoutée de ce côté-là, et Apple a bien fait d'aller encore une fois de ce côté qualitatif. C'est sur quoi je voulais insister tout à l'heure. Bon, espérons que ce soit pour très bientôt. Il est l'heure, les amis, du tuto audio. Le tuto audio dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. Comment changer la date et l'heure d'une photo ? Alors depuis iOS 15, c'est très simple. Ça peut être très pratique, notamment quand vous intégrez des photos d'archives. Évidemment, si on dit archives, c'est qu'elles ne datent pas de février 2022. Des photos de vous bébé, par exemple, ce serait plus sympa d'avoir l'année de votre naissance, par exemple, ou je pense au mariage de vos parents. Mais pas seulement. Si vous donnez une même date à des photos prises sur un week-end ou pendant des vacances, ça vous permettra de les grouper plus facilement et de les visualiser ensemble. Ça peut donc être très pratique. Et avec iOS 15 ou iPadOS 15, vous pouvez le faire vraiment en quelques clics. Je vous explique comment tout de suite. Il faut ouvrir l'appli photo sur votre iPhone ou votre iPad. Vous choisissez la photo dont vous voulez changer l'heure et la date. En bas de l'écran sur iPhone ou en haut de l'écran sur iPad, vous avez un petit i sur lequel il faut cliquer. Ça va modifier la fenêtre avec la photo. Et vous allez avoir un petit lien bleu qui vous dit ajuster. Alors il faut cliquer sur ajuster. Apparaît alors un calendrier et une horloge. Donc c'est avec ces deux outils que vous allez changer la date et l'heure. Et il vous suffit de recliquer sur ajuster pour que ces infos soient mémorisées. Maintenant, si vous voulez changer la date originale de la photo, là il faut passer par une appli dédiée. Je pense notamment à Exif sur iPhone. Les coups de cœur de la semaine, chacun a le sien. On commence avec toi, Gilles. Quel est ton coup de cœur ? Alors, c'est un truc qui s'appelle HomePod Mini. Vous allez dire que je suis obsédé du HomePod en couleur, mais je trouve que ça signifie qu'il se passe quelque chose avec le HomePod Mini, de la même manière qu'il s'était passé quelque chose avec la deuxième génération d'iMac en couleur. Il y avait eu tout un tas d'accessoires. Il y avait même eu des chewing-gums. Et là, ce sont des pots de fleurs qui reprennent exactement la même forme, la même texture du tissu autour. Et vous mettez des plantes dedans. C'est fait à la main avec du plastique recyclé. Ça coûte environ 24 €. Le double avec les taxes et le frais de port, c'est quand même pas donné, mais c'était juste pour le clin d'œil et attirer l'attention. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver là. Bon, on les trouve où, ces pots de fleurs en forme de HomePod mini ? Alors on les trouve sur Etsy, et c'est Prince by Ryan PBR qui fait ça chez lui. C'est artisanal. Ok, bon bravo à Prince alors. Fabrice, ton coup de cœur de la semaine ?
Alors, un coup de cœur suivi d'un petit coup de gueule. Mon coup de cœur, c'est FaceTime. Ça a l'air tout bête, mais moi, je remarque depuis quelques semaines, voire quelques mois, que la qualité de vidéo et audio de FaceTime est absolument extraordinaire. Est-ce que c'est lié avec les prochaines annonces de VR? J'en sais rien. Mais je trouve que le temps de latence est très réduit. Tu trouves qu'il y a eu un changement, une amélioration? J'ai eu le sentiment de vivre un changement entre deux appels où il y avait vraiment une qualité, mais vraiment phénoménale, qui s'est reproduite dans plusieurs appels. Okay. Et mon coup de gueule, c'est que j'ai du mal. Alors, des fois, j'en profite moins que je pourrais à cause de mes AirPods Pro que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la fonction d'annulation de bruit qui est vraiment utile, par exemple, dans les transports en commun. Mais les AirPods Pro, ça coûte plus de 200 € et ça devrait être parfait à ce prix-là parce qu'il y a des écouteurs qu'on peut acheter beaucoup moins cher et qui n'ont peut-être pas toutes les mêmes fonctions, mais les AirPods Pro parfois m'agacent parce qu'ils se connectent pas comme il faut, parce que ils se déconnectent, parce qu'ils font de l'audio spatial quand je leur demande pas. Bref, je suis un peu gêné. Là, je pense que c'est les histoires de qualité de logiciel de chez Apple, mais je suis vraiment déçu de ce point de vue-là. Bon, je vais être très proche de ton sujet, Fabrice, puisque moi, j'ai pas de... Enfin, si, allez, j'ai un coup de cœur en 10 secondes. Médecin de nuit, réalisé par Eli Wajman avec Vincent Macaigne. Vincent Macaigne qui est nommé au César en tant que meilleur acteur, César qui seront décernés vendredi prochain. Médecin de nuit a reçu le 18e prix Jacques Deray du meilleur film policier, film noir de l'année. C'était samedi dernier à Lyon, à l'Institut Lumière. Bravo à lui. Mon coup de gueule, c'est contre Apple. Mon fils a perdu son étui d'AirPod Pro. Son boîtier de charge, et je me suis rendu compte que Apple ne le propose pas en pièces détachées. On trouve sur Amazon des saloperies de contrefaçon vendues 70 ou 80 €, et je ne trouve pas de boîtier solo chez Apple. Il y en a bien pour les AirPods, mais pour les AirPods Pro, a priori, Apple ne le propose pas. Alors j'ai évidemment alerté Eli malgré ses vacances qui est sur le coup, mais c'est loin d'être évident, et en tout cas je ne vois pas de référence accessible au grand public. Donc si c'est le cas, je trouve ça totalement scandaleux de la part d'Apple, et je me vois pas racheter des AirPods Pro complets juste pour récupérer un boîtier. Ça vous étonne? Un peu. Un peu, mais autant que j'avais été étonné quand ils avaient sorti les premiers AirPods et qu'ils avaient dit tiens, si vous en perdez un, vous pouvez en racheter un. J'avais trouvé ça étonnamment positif. Et du coup, sachant ça, qu'ils ne proposent pas les boîtiers de recharge, effectivement, c'est assez surprenant. Ouais. iWeek 78, it's a wrap, comme on dit à LA. Merci beaucoup à vous d'avoir été là, les amis. Salut Frédéric, merci d'avoir repassé la tête dans iWeek, c'était très sympa. Merci à vous, merci à tous pour l'accueil, c'est vrai qu'on est comme à la maison, donc je suis vraiment ravi, et puis quelque part en vous soutenant là je me soutiens pour ce même épisode, donc ça fait un drôle d'effet, c'est super, merci beaucoup. À dans 3 semaines peut-être, Frédéric, Gilles, Fabrice, merci aussi de votre présence, cette deuxième présence en 48 heures, exceptionnellement. C'est cool d'avoir fait une exception et une entaille dans votre début de week-end. Prenez bien soin de vous, mes amis. Bis repetita placent. Exactement, Gilles, exactement. Bis aux absents du jour aussi, hein. Eli, Abitbol, François Le Truédic, Jean-Christophe Vigne. Profitez bien de ce week-end et de ces congés bien mérités. Petit rappel, @iWeek News, c'est le compte officiel d'iWeek, la semaine Apple sur Twitter. Followez-nous, retweetez-nous et n'oubliez pas le hashtag iWeekLSA pour échanger. On adore vos petits messages entre 2 épisodes. Pour nous soutenir, patreon.com/iWeek, chaque euro compte. Si vous appréciez notre boulot,
eh ben, un petit geste, ce serait vraiment top. On a vraiment besoin de vous. Merci à tous nos contributeurs, dont Frédéric d'ailleurs. Tu fais partie. Et puis on se retrouve chaque jour de la semaine prochaine dans High Five pour d'autres news dans l'écosystème Apple. Abonnez-vous sur Spotify et Apple Podcast. Vous verrez quand on y a goûté. On ne peut plus s'en passer. Passez un très bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, avec peut-être d'autres news du 8 mars. Salut à tous, merci les amis, ciao. Salut à tous, bye bye.